Bonjour à tous et à tous, bienvenue à ce webinaire qui sera consacré à la transformation numérique de vos métiers et on va parler en particulier des sujets de données. Je suis Stéphanie Chaune, donc directrice écosystème du pôle SCS, donc le pôle de compétitivité solutions communicantes sécurisées, donc le pôle numérique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on va parler de ce sujet qui est un vaste sujet, mais les constats sont là, hein, la transformation de toutes les entreprises s'accélère. C'est une réalité depuis un certain temps et la partie donnée en fait partie, hein, et clairement. Et les métiers et les compétences dans vos métiers sont en train d'évoluer. Et clairement, il faut pas être seul sur ce sujet, il faut comprendre un certain nombre d'implications. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un sujet français, hein, on parle beaucoup de plans sur l'intelligence artificielle au niveau français, mais il y a aussi des sujets plus européens et en particulier quand on parle de transformation numérique des métiers et en particulier des TPE, PME, PMI, on est également sur des échelles avec des projets européens de type EDIH, hein, dont on va commencer le travail à partir du mois de juin, porté par SCS et en partenariat avec tous les autres pôles de compétitivité de la région, pour la transformation. Les data en font partie, d'autres sujets en font partie aussi, comme l'Internet des objets ou la cybersécurité, mais les données sont une forte composante de ce sujet. Donc, nous vous proposons avec Euranova, qui est notre partenaire sur ce sujet, d'appréhender le plus concrètement possible la valorisation des données. On aura également un témoignage un petit peu plus tard dans la session d'une entreprise pour donner encore plus de concret à ce thème. Je vous invite à être participatif, donc d'utiliser le module questions, surtout n'hésitez pas à l'utiliser. On est là pour vous aider, vous donner des réponses à des sujets ou si ça n'est pas clair, éclairer un peu plus la thématique, c'est l'objectif du jour. Donc surtout utiliser ce module question. La session sera enregistrée, donc je vous donne l'information parce qu'on la mettra en replay, disponible en replay un tout petit peu plus tard. Voilà, donc je vous propose le plan suivant. Donc on va traiter de plusieurs sujets. Le premier, bien sûr, c'est celui qui nous concerne, c'est la transformation de vos métiers, l'exploitation et la valorisation de vos données. Donc on va parler de quoi et pourquoi c'est important, hein, de quoi parlons-nous quand on parle de ça. On va parler de valorisation de données en lien avec l'intelligence artificielle. Également aborder le sujet d'un projet en sciences des données, puisque c'est de ça qu'on parle, et bien sûr des cas concrets d'usage et un témoignage donc, de la société Elise Technologies. Philippe Dalle, le président et CEO de cette société, sera présent pour nous parler de ce qu'il fait. Et je vous présenterai aussi l'accompagnement qu'on peut vous proposer. Je reprécise, il ne faut pas être seul sur ce sujet, il faut commencer à y réfléchir avec des spécialistes du domaine de la donnée et de la data science et de l'IA. C'est beaucoup plus limpide et clair pour vous sur ce que vous pouvez faire par la suite et surtout ne pas rester en mode réfléchir uniquement dans son coin et se demander si c'est possible ou si c'est pas possible. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui peut vous éclairer sur cette partie. Sans plus attendre, je vais passer la main à Juliette, qui se présentera. Bonjour tout le monde. Je passe la main sur le partage. On voit la présentation, Juliette. Oui, la présentation, on est bon. On est bon. Allez, super. Et bonjour à tous et merci Stéphanie pour l'introduction et pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les différentes entreprises du territoire sur les enjeux autour de la valorisation de la donnée. Et donc, effectivement, ça fait plusieurs années qu'on aborde ce sujet avec le pôle SCS.
Cette fois-ci, avec Stéphanie, on a voulu vraiment recentrer le sujet très concrètement autour de vos problématiques que vous rencontrez au quotidien. Ces problématiques qui sont liées en fait au processus de transformation numérique qu'on connaît en tant qu'individu dans notre quotidien et qui finalement se répercutent aussi de façon plus ou moins visible pour nos métiers dans nos entreprises, dans vos entreprises. Et quand on va parler de transformation numérique, ici, on va surtout faire un focus sur la partie valorisation des données. La transformation numérique, c'est bien plus que ça, mais ici, on va parler de données, de vos données. Et donc, comme on le disait, hein, vraiment, l'idée, c'est que moi, je vous donne quelques billes sur ce que c'est la valorisation de la donnée, la data science ou la science des données, l'IA, mais surtout donner des cas. En fait, c'est utiliser mon témoignage aussi pour vous expliquer les bonnes pratiques, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà si vous n'êtes pas encore lancé dans la valorisation des données. Par quoi vous pouvez commencer, comment aller plus loin si en fait vous avez déjà commencé ce processus. Donc sur la présentation, donc, je vais déjà vous parler très rapidement de mon parcours pour donner un peu de contexte aussi à pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui. Et ensuite, on va aller vraiment sur ce que c'est aujourd'hui la valorisation des données dans les entreprises, avec un lien avec l'intelligence artificielle. Et ensuite, donner aussi quelques billes sur les bonnes pratiques pour arriver à mener un projet en sciences des données, en valorisation des données pour vous. L'idée, c'est vraiment que vous repartiez avec quelques bonnes pratiques pour vous assurer que même si vous ne le faites pas seul, comme le disait Stéphanie, pour commencer, ça peut être difficile d'être seul, que vous ayez aussi un bagage sur voilà, quels sont moi mes points d'attention et quelles sont mes contributions en tant qu'expert de mon métier pour tirer le meilleur de ces projets de valorisation de données. Et puis, donner quand même aussi quelques exemples de cas d'usage qui pourraient vous inspirer sur ce que vous faites. Effectivement, utilisez bien le chat. N'hésitez pas, à chaque fin de section, je regarderai s'il y a des questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser les questions, les remarques au fil de l'eau. On y répondra ensemble. Donc très rapidement pour me présenter, donc je suis Juliette Spinato, je suis en charge de l'antenne d'Euranova qui est de l'antenne française d'Euranova. Donc Euranova, c'est une société de conseil et de recherche et développement spécialisée en intelligence artificielle. Donc on couvre, de par les expertises des personnes qui travaillent chez nous, tout le cycle de vie d'un projet de valorisation de la donnée. Donc, je suis chez Euranova depuis 4 ans maintenant. Et avant ça, j'ai aussi travaillé moi-même en tant que data scientist dans une grosse entreprise de la pétrochimie, où j'ai vraiment vu pendant 4 ans à l'époque ce processus de transformation digitale pour une grosse entreprise industrielle et voir comment est-ce que elle est passée vraiment sur un mode où la donnée qui était générée par les différents sites industriels pouvait aussi créer de la valeur pour ces différents métiers. Et donc avant ça aussi, j'ai travaillé dans la recherche en intelligence artificielle. J'ai une thèse, enfin un doctorat en statistique que j'ai passé dans les universités ici à Marseille. Et donc finalement, ce parcours que je vous ai fait à l'envers, c'est aussi un peu le parcours qu'on peut avoir quand on parle de valorisation de données ou d'intelligence artificielle. Il va y avoir des sujets très théoriques où on reste vraiment dans le domaine de la recherche, plus ou moins appliqué, et qui va être peut-être pour vous pas tout de suite actionnable. Mais ensuite, vous pouvez, vous, déjà travailler sur des projets, être déjà avancé sur la valorisation des données. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, j'espère que vous pourrez repartir avec un peu plus dans vos valises sur comment faire encore mieux. Comment encore plus tirer de la valeur de ce que vous faites. Et puis pour les néophytes, l'idée c'est aussi de vous donner les premières briques pour avancer. Donc un peu de contexte, de quoi on parle déjà lorsqu'on parle de valorisation de données, d'intelligence artificielle, et pourquoi est-ce que c'est important pour nous tous. Donc l'idée c'est vraiment de faire le point entre la transformation numérique et l'intelligence artificielle. Donc dans notre quotidien en tant qu'individu, l'essor des nouvelles technologies, on le voit,
On a changé notre mode de consommation, on a changé la façon de regarder les séries, d'écouter de la musique, de commander un taxi. Donc toutes ces choses-là, toute la transformation numérique, on la voit au quotidien. Et finalement, cette transformation numérique, elle s'est aussi intégrée dans nos entreprises, puisque avec toutes ces nouvelles technologies et les avancées qui sont faites dans l'informatique, eh ben, on se retrouve avec des nouvelles façons de collaborer au sein de l'entreprise, avec des nouveaux modes de communication, que ce soit en interne ou avec vos clients. On a aussi du coup des nouveaux usages qui sortent. On a des écosystèmes d'entreprises, de formation qui sont nouvelles et justement qui permettent de sortir des nouveaux métiers de cette transformation numérique. Et finalement aussi, on se retrouve parfois avec des nouveaux concurrents dans notre domaine qui ont démarré justement sur la vague des nouvelles technologies. Et donc ici, ce qui est classiquement dit, c'est que toutes les entreprises doivent prendre le pli de la transformation numérique. Moi, je préfère le voir comme une opportunité qui ensuite vous prendrez par le bout que vous préférez, mais une opportunité pour vous pour gagner un axe de compétition, de compétitivité additionnelle dans votre domaine à vous. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer petit, de voir là où il y a le plus de valeur ou le plus de risques, effectivement, si vous êtes sur un domaine où vous avez une grosse concurrence. Commencez petit et commencez vraiment à intégrer les nouveaux outils du numérique dans vos process ou dans vos produits et services. Donc, la transformation numérique, c'est très large. Ici, on va vraiment se focaliser sur les données. Donc, toute la numérisation de l'ensemble des process de tous nos outils, finalement, c'est autant de données qui sont créées, qui sont plus facilement utilisables pour de nouveaux usages. Et donc ici, c'est vraiment ce qu'on défend, c'est que vous avez des données qui avant se trouvaient peut-être dans des dossiers papier. Maintenant, vous avez tout qui est numérisé, centralisé, homogénéisé. Eh bien, c'est un moyen aussi pour vous de commencer à tirer des nouvelles informations, que ce soit sur vos process en interne ou sur vos bases de données clients ou autres. Et donc ici, en fonction de la quantité de données que vous avez, de votre maturité d'un point de vue même outil informatique, vous avez une échelle aussi dans la façon dont vous pouvez exploiter vos données. Vous pouvez faire déjà de l'analyse de données, même avec des fichiers Excel. Maintenant, on peut faire déjà des choses très intéressantes pour découvrir des nouveaux éléments sur vos données d'entreprise. Ou alors, on peut aller plus loin sur des outils qui sont un peu plus complexes, sur l'analyse des données, l'analyse statistique, et aller vers ce qu'on appelle la science des données ou l'intelligence artificielle. Donc ici, c'est vraiment vous dire que le point d'entrée, ça restera toujours vos connaissances métiers et vos données qui en découlent, et que l'IA ou la data science, ce n'est qu'un moyen d'atteindre un objectif, de créer un nouveau service, mieux connaître votre entreprise, vos process, identifier des endroits où vous pourriez réduire les coûts. Et donc, finalement, pourquoi l'IA est intéressante pour toutes les entreprises et pas uniquement les grosses entreprises du numérique? Eh bien, c'est parce que avec cette transformation numérique, eh bien, les données, elles sont là. Alors, peut-être qu'elles sont pas en quantité, peut-être que vous n'avez pas encore identifié toutes les données pertinentes. Il peut y avoir du traitement à faire, mais en tout cas, les données sont là. Les outils aussi, puisque voilà, avec cette nouvelle transformation, eh bien, on a des outils qui ont été créés, qui sont mis à disposition pour stocker de la donnée. Maintenant, on peut aller vers le cloud. Pour traiter de la donnée, c'est de plus en plus simple. Donc, tous ces outils aussi rendent la tâche plus accessible. Et on a aussi des compétences, puisque, comme je disais, il y a des nouveaux métiers autour de la donnée. Stéphanie en a parlé en introduction. Vous aussi, vos métiers sont probablement aussi en train de changer. Et donc, toutes ces compétences-là, elles peuvent être mises au service de nouveaux cas d'usage pour vos métiers. Donc, si on parle de la valorisation de la donnée, ici, j'ai découpé vraiment en 4 grandes étapes, même si après on peut descendre plus finement dans les détails, mais qu'est-ce que je dois faire quand je dois valoriser de la donnée? Eh bien, déjà la récolter.
Donc, c'est identifier où se trouvent les différentes données, les différentes informations qui pourraient être intéressantes pour moi, les stocker, donc les centraliser dans un espace de travail, dans un espace de stockage qui permettra ensuite d'aller piocher l'information plus facilement. Ensuite, cette donnée, il va falloir la traiter. Donc, la traiter, c'est sur plusieurs aspects. Déjà, effectivement, vous avez probablement déjà rencontré ce souci de qualité de données avec pas mal d'incohérences, peut-être des problèmes de reproductibilité dans vos données, d'un fichier client à un autre, peut-être qu'il y aurait un peu des incohérences. Donc ça, tout ça, en fait, ce n'est plus un problème. C'est des choses que l'on sait faire. Maintenant, on a pas mal d'outils qui permettent de corriger la donnée. Par contre, ça reste quand même une tâche importante, d'autant plus importante que si on veut ensuite aller faire des statistiques, faire tourner des algorithmes de prédiction, eh bien sûr que la qualité de la donnée est primordiale. Donc, ça aura un gros enjeu si on veut ensuite pouvoir utiliser de l'information nouvelle qu'on aurait extraite de ces données et de ces traitements. Donc, on parle de données où déjà vous pouvez trouver les données. Donc, bien sûr, dans votre entreprise, vous en avez probablement énormément, peut-être certaines dont vous n'avez pas encore pensé. Donc, bien sûr, il y a toutes les données qui sont relatives à vos sites web. Si vous avez aussi des plateformes d'achat en ligne avec des comptes clients, en fait, vous pouvez récupérer beaucoup d'informations sur votre base de données clients, sur votre base de données fournisseurs. Vous pouvez avoir l'ensemble des documents numérisés, que ce soit pour les RH, pour la partie production, pour le légal, etc. Donc, vous pouvez avoir ici beaucoup de documents numérisés qui ne sont pas forcément structurés sous un format Excel comme on pourrait l'imaginer, mais j'en parlerai tout à l'heure. Il existe maintenant des moyens d'extraire de l'information et de la valoriser aussi. Vous pouvez avoir des bases de données beaucoup plus structurées parce que votre métier fait que vos machines avec lesquelles vous travaillez sont venues aussi avec derrière des bases de données structurées. Et donc, ça vaut la peine d'aller regarder quelles sont les informations qui pourraient être utilisées. Des outils de mesure, si vous travaillez sur des process industriels, vous pouvez avoir des outils de mesure sur vos différentes machines, des outils de mesure en laboratoire si vous travaillez sur des analyses de qualité de produits, par exemple. Et puis, j'ai aussi mis les capteurs IoT qui génèrent de la donnée de façon conséquente. Donc, c'est déjà tout ce que vous pouvez avoir en entreprise, j'en ai probablement oublié. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des doutes sur certaines données que vous pourriez exploiter dans votre entreprise. Et ensuite, j'ai mis d'autres pistes aussi. Donc, en acquisition active, donc, vous pouvez aussi vous dire, moi, j'ai envie de mieux connaître mes clients. Et pour ça, je vais faire une campagne avec des sondages. Et donc là, comme vous prenez de l'avant pour créer de la donnée, ce sera intéressant de bien penser à la structurer pour ensuite pouvoir tirer facilement des informations sans justement avoir trop à travailler la qualité de ces données-là. Et puis, il y a aussi, j'en parlais parce que j'ai eu pas mal d'entreprises qui avaient cette problématique-là. Il y a des outils de numérisation, ce qu'on appelle l'OCR. Dans certaines activités, on travaille beaucoup encore avec du papier. Je pense par exemple à la gestion des contrats, de la facturation, qui dans certains métiers peuvent être vraiment intéressants pour traiter des cas d'usage de data science. Et dans ce cas-là, il est aussi possible d'utiliser des outils qui extraient et qui extrait de la donnée de format papier pour ensuite les stocker sous un format dans une base de données qu'on pourra derrière exploiter. Si vraiment il y a un sujet que vous voulez traiter mais que vous n'avez pas d'accès à un jeu de données directement chez vous, il est tout à fait possible soit de le créer de façon d'aller faire une campagne auprès de clients, auprès de partenaires, ou alors aussi de créer des données avec des données synthétiques. Ça se fait beaucoup aussi, d'acheter des bases de données ou de les partager. Ici, c'est pareil, ce sont des nouvelles façons de faire. La collaboration dans le partage de données, ça vient aussi de la transformation numérique et c'est des éléments qui sont vraiment importants. Vous pouvez, même avec un concurrent, vous dire que vous avez tout intérêt à vous partager une certaine base de données,
par exemple une base de données produit, je ne sais pas. Parce que il vaut mieux avoir accès, même conjointement à cette base-là, que chacun ne pas y avoir accès. Et puis, il y a aussi un autre point que je vous encourage à aller voir, c'est toutes les données qui sont mises en open source. Alors, parfois, il peut y avoir des restrictions sur leur usage, mais en tout cas, de plus en plus d'entreprises et de collectivités mettent en place des plateformes open data et donc mettent à disposition des jeux de données qui sont maintenus à jour et que vous pouvez utiliser pour vos propres usages, alors avec certaines restrictions où il faut à minima citer la source, etc. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller voir, et dans la région sud, il y en a plusieurs. Je ne sais pas tous les noms, mais vous pouvez déjà aller voir la plateforme Open Data Sud, où il y a déjà de nombreuses sources dans différents domaines. Donc la valorisation de la donnée, on a vu déjà où est-ce qu'on pouvait trouver les données, et ensuite avec quelle expertise. Donc c'est vrai que en fonction de la maturité de l'entreprise et puis du domaine d'activité même, vous n'avez pas forcément accès aux compétences des métiers de la donnée en interne. C'est pas un problème. Il y a des entreprises qui peuvent vous accompagner. Vous pouvez faire des recrutements de nouveaux profils. Vous pouvez travailler aussi avec des laboratoires de la recherche publique. Ici, l'idée, c'est plus de vous montrer un peu les trois typologies de grandes expertises qu'il faut pour qu'un projet de valorisation de la donnée se passe bien. Donc, le premier, c'est le métier. Donc, le métier, ça va être vraiment votre compétence opérationnelle sur votre domaine d'activité. Je ne le répéterai jamais assez, c'est la première expertise qu'il faut pour qu'un projet de valorisation de données se passe bien. Parce que sinon, on va juste faire de l'IA pour de l'IA, on va juste faire tourner des modèles sans vraiment réfléchir à quel est le but derrière, quelle est la valeur que je souhaite atteindre en faisant ce modèle prédictif de churn, par exemple, si j'ai des clients et j'ai des clients qui partent très, très régulièrement. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et en fait, c'est votre expertise à vous. Donc en interne, que ce soit vous ou vos collaborateurs, en tout cas, dans un projet de sciences des données, c'est important que vous ayez au moins un responsable, un représentant métier. Ensuite, il y a toute la partie technique. Donc ici, j'ai mis des grandes compétences, l'architecture de données, donc qui permet de mettre en place toute l'architecture pour justement stocker et traiter et restituer la donnée au bon format. Il y a la partie engineering qui met en place justement ces recommandations d'architecture. Il y a tous les métiers autour de la data science, de l'IA, de l'analyse de données. Et puis ensuite, il y a des nouveaux métiers, des nouveaux termes dont vous avez peut-être entendu parler, c'est DevOps, MLOps. Ça, c'est plus des métiers qui sont spécialisés dans le maintien en conditions opérationnelles de modèles qui seraient ensuite déployés dans une chaîne industrielle, par exemple, dans une usine. Donc tout ça, c'est vraiment des métiers, c'est des compétences très techniques que vous pouvez trouver de différentes manières. Et ensuite, il y a la gestion de projet. Alors, ça peut se coupler avec la partie expertise métier, mais c'est toujours bien d'avoir une personne qui est capable de faire le pont, justement, entre un expert métier et un expert data, pour s'assurer que tout le monde parle finalement le même langage et qu'à la fin, on arrive à avoir un projet qui apporte de la valeur sans créer de frustration de chaque côté. Alors, les métiers de la data, c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu déstabilisant. Moi-même qui travaille dans le monde du conseil dans la data, en fait, on va avoir des profils qui s'appellent data scientist, d'autres data analyst, et quand on regarde finalement leur CV, c'est quasiment les mêmes compétences. Donc, il y a vraiment beaucoup de termes. Je vous en ai listé quelques-uns, il y en a probablement beaucoup d'autres que j'ai oubliés. L'idée principale, c'est de se dire qu'il faut vraiment aller à l'essentiel lorsque vous démarrez un projet en sciences des données. Ne partez pas avec une grosse équipe de 10 personnes, ça risque d'être probablement inutile. Et travailler avec des profils plus, qui dans les termes seraient data scientist, data analyst, peut-être chercheur en IA. C'est peut-être ces compétences-là qu'il vous faudra en premier pour la partie analyse de données.
Par contre, il y a aussi la partie autour de l'ingénierie de la donnée. Donc justement, comment aller récupérer mes différentes sources de données dans votre entreprise, sur des sites en open data par exemple. Comment m'assurer que cette donnée elle est centralisée correctement. Ici, c'est des sujets plus de data engineer. Et ça peut être aussi des compétences qui vous seront utiles à un moment donné quand vous gagnerez en maturité, si ce n'est pas encore le cas, pour pouvoir implémenter plusieurs sujets autour de la donnée. Ensuite, il y a des sujets, il y a des termes un peu plus en bas que j'ai mis. Le dernier peut être intéressant à mentionner, le Data Protection Officer. Donc, c'est vraiment des métiers du légal qui sont spécialisés sur les sujets de gestion de la protection des données personnelles. Et donc, ici, ce n'est pas forcément des compétences que vous devez avoir en interne, mais en tout cas, avoir en tête que lorsque vous allez traiter de la donnée personnelle, il va falloir rajouter une couche de légal supplémentaire pour assurer que tous les traitements de la donnée que vous allez faire sont conformes au RGPD. Voilà, donc je vous ai mis vraiment cette liste-là, plus pour dire, oui, il y a beaucoup de termes, parfois on s'y perd, les compétences sont malgré tout ici, et donc vous allez trouver votre bonheur lorsque vous aurez décidé de vous lancer dans un projet en sciences des données. Juste partez petit. Et donc, pour conclure sur cette partie de qu'est-ce que c'est, de quoi on parle en termes de valorisation de données et pourquoi c'est important, en fait, Stéphanie a parlé tout à l'heure de la stratégie déjà au niveau de l'Europe sur permettre la transformation numérique de toute entreprise de toute taille. Donc, il y a aussi une déclinaison au niveau national. Et donc, depuis 2017, la France a fait de l'IA une des priorités sur le plan de la recherche de l'économie. Et donc, finalement, l'impact ici pour vous, il est direct. Je vous ai mis la petite source si vous voulez aller voir plus en détail la description de la stratégie nationale. Mais donc, il y a 3 grands objectifs qui ont déjà un impact pour vous au niveau national. Le premier, c'est que le gouvernement a décidé d'investir sur des talents et des expertises en intelligence artificielle. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a de plus en plus de formations dans le domaine. Et vous êtes probablement régulièrement sollicité pour prendre des alternants, par exemple, de différentes formations. Et donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'à un moment donné, quand vous allez vouloir, dans 5 ans, peut-être intégrer une vraie équipe data, il y aura des talents qui seront sur le marché. Alors que pour l'instant, c'est encore un peu tendu. Le deuxième point, et ça aussi c'est vraiment important, c'est que dans cette stratégie nationale, l'idée c'est de faire le pont entre la recherche publique et le privé. Et donc s'assurer que l'innovation qui est développée dans le privé soit aussi en lien avec la recherche publique et inversement, que la recherche publique vienne aussi servir l'innovation dans le privé. Et le troisième point, c'est aussi de se dire qu'on va vers une IA de confiance et donc tous les bad buzz dont on a pu entendre parler sur l'IA, eh bien, au niveau de l'Europe et donc au niveau national, l'idée c'est de promouvoir une IA qui sera plus éthique, plus transparente, plus au service des utilisateurs et des entreprises. Donc ça vous touchera peut-être moins rapidement, mais on sait qu'on va avoir aussi un cadre de régulation de cette IA dans les années à venir. Donc ça conclut la première partie de contexte. Alors je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Si vous en avez. Je n'ai pas vu de questions, mais n'hésitez pas. Je mets quelques éléments dans le chat. Enfin, je fais quelques commentaires à tes commentaires. N'hésitez surtout pas à intervenir parce que je pense que le plus important, c'est ce que vous retirez de cette session. En tout cas, là, sur les derniers points que tu as mentionnés, Juliette, c'est très intéressant d'avoir fait le rebond sur les formations en IA ou data. Hein. Alors, on a eu beaucoup de verbiage sur les métiers. Hein. J'avoue que là, on est un peu tous perdus aussi. Mais faut pas s'en inquiéter. C'est vrai que il y a beaucoup de demandes d'alternants, il y a beaucoup de formations plutôt soit longues, soit courtes, hein, pas forcément que des formations initiales.
La seule chose que je dirais, quand on commence sur ce type de projet, il ne faut pas lancer avec un alternant tout seul parce que l'alternant n'est pas quelqu'un de formé. Par contre, s'il y a déjà un début de réflexion avec des gens qui sont capables dans l'entreprise de prendre en charge ou de travailler sur le projet, ça c'est intéressant de rajouter un alternant pour qu'il puisse quand même être encadré, hein, puisque lui n'aura pas la compétence métier. Hein, ça, c'est le côté que les entreprises, les équipes métiers auront. Lui essaiera de le traduire, de le peaufiner, de le réfléchir sur les sujets data. N'hésitez surtout pas à intervenir. Hein. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a peut-être posé une question. Alors, avec la pluralité des métiers autour de la data d'IA, comment repérer les profils et compétences nécessaires au bon déroulement de son projet? C'est une très bonne question. Je pense effectivement, donc déjà que le point qu'a mentionné Stéphanie est très bien. Si vous voulez démarrer et que vous n'avez pas à minima une personne en interne qui est capable d'encadrer un profil junior, ne partez pas sur une alternance, effectivement. Je dirais que pour bien démarrer, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un profil data scientist, donc quelqu'un qui a une formation qui couvre tout le cycle, les 4 grandes étapes là, de valorisation de la donnée que je vous ai montré. Donc savoir récupérer différentes sources de données, la traiter et faire ça sur les formations. Maintenant, il n'y a vraiment plus d'inquiétude. Utiliser les standards ce qu'on appelle en machine learning pour répondre à une problématique. Ce qui est intéressant de challenger, parce que vous allez avoir plusieurs profils assez similaires sur ces compétences dures que je viens de mentionner, c'est challenger la capacité de la personne à réfléchir justement à l'impact de ce qu'elle fait pour les métiers et voir si elle s'intéresse, lorsque vous parlez de votre métier, est-ce qu'elle s'intéresse pas à votre métier? Est-ce qu'elle pose des questions? Parce que ça, c'est vraiment des compétences aussi qu'un data scientist a en général, cette curiosité métier et cette envie de comprendre le besoin métier et de le retranscrire ensuite en un projet de données. Et donc voilà, c'est cette petite curiosité qui est difficile à voir dans un CV, mais si vous avez des personnes en entretien, c'est vraiment ça, moi, que je challengerai, parce que c'est vraiment ça qui sera différenciant sur quelqu'un qui va être capable de dérouler un projet de data de A à Z sans problème et quelqu'un qui va le dérouler de A à Z sans problème, mais qui en plus va embarquer l'utilisateur final, cet expert métier, pour qui il va travailler du début à la fin. Et ensuite, ça dépend de l'ampleur de votre projet aussi. Là, je parle d'un seul profil. Si vraiment vous avez des grandes ambitions avec un gros projet, peut-être qu'il faudra, dans ce cas-là, avoir plus d'un data scientist. Peut-être avoir aussi quelqu'un qui est capable de mettre en place cette fameuse architecture de données. Et plus l'équipe grandit et plus un profil de chef de projet permettra de coordonner le tout. Et le chef de projet, il n'a pas forcément besoin d'avoir une compétence technique data dure, mais plus une connaissance et une culture data, mais surtout une bonne capacité à organiser et à un moment donné à dire stop. Juste un point, Juliette. Là, on parle des profils et des compétences nécessaires. Là, on imagine qu'on prend quelqu'un de l'extérieur, ok, qu'on ramène quelqu'un vers, donc quelqu'un de numérique, qu'on ramène vers l'entreprise, hein, la PME ou le TI dans un métier donné, peu importe. Si on devait passer par l'interne, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise, hein, qui est donc dans, peu importe, hein, chimie, énergie, peu importe. Il y a des passerelles, j'imagine, des gens, il faut qu'ils aient quoi au démarrage peut-être pour pouvoir se former ou au moins le début, du début, pour qu'ensuite ils puissent intégrer quelqu'un d'autre qui lui est plus spécialisé sur certaines choses. Est-ce que ça a du sens de faire aussi peut-être comme ça, commencer aussi par un peu d'interne pour rajouter des couches supplémentaires à des gens dont c'est pas le métier du tout, hein, certaines data analyse ou... Oui, c'est vrai que tu mentionnais la chimie. Donc moi, quand je travaillais dans la pétrochimie, effectivement, j'ai beaucoup travaillé avec des ingénieurs procédés. Et en fait, effectivement, dans beaucoup d'entreprises, il y a des métiers comme ça où les gens traitent de la donnée au quotidien
avec des outils bien spécifiques qui ne sont pas ceux de la data science, mais qui ont déjà l'habitude en fait de manipuler de la donnée, qui connaissent leurs données, l'impact que ça a sur leur process, sur la production, ça va être peut-être moins vrai sur les fonctions support. Ouais, mais donc effectivement, Très vrai, j'imagine, pour un responsable de prod ou un responsable de maintenance, il manipule de la donnée, bien évidemment, parce que les machines sortent des données. Alors, plus ou moins connectées, elles ont plus ou moins de choses qu'elles retransmettent. Donc ces profils-là, en tout cas, s'ils en ont l'appétence, effectivement, un passage vers les nouveaux usages de la valorisation de la donnée et petite formation en data science, c'est aussi un bon élément en fait pour commencer à lancer la machine en interne sans forcément passer par des compétences externes, effectivement. Ok, très bien. Il n'y a pas d'autres questions? On poursuit. Allez, on poursuit. Donc l'idée maintenant, c'est de vous donner, justement, on parle de mener un projet, les bonnes pratiques, les bonnes pratiques de gestion de projet en sciences des données. Je vais essayer d'être le plus haut niveau possible pour pas vous faire peur, mais l'idée, c'est vraiment de vous sortir les grandes lignes directrices à suivre. Vous allez voir, c'est beaucoup de bon sens, mais c'est toujours bon de les rappeler. Alors, donc déjà, qu'est-ce qui définit un projet? Et c'est parfois, en fait, comme je disais, c'est du bon sens, mais finalement, moi, ça m'est souvent d'arriver au milieu d'un projet et de voir que ça ne fonctionne pas. Et finalement, c'était peut-être ces 3 points-là que je vais vous présenter qui avaient été mal abordés au départ. Donc, d'abord, un projet, c'est un objectif clair, un objectif métier clair. Et plus cette problématique elle est définie au plus proche en fait du métier ou de l'utilisateur final, au plus ce sera efficace. Donc ici, je vous ai mis un exemple. Donc en 2020, Ranova a été retenu par le Grand Port de Marseille dans le cadre du Smart Port Challenge pour répondre à un challenge que eux avaient remonté, qui était, donc l'objectif, c'était fluidifier le trafic routier dans l'enceinte du port grâce à l'analyse des flux vidéo. Donc ici, c'est vraiment le client final, le demandeur, l'utilisateur qui est venu avec cette demande. Donc ici, l'objectif, il est clair d'un point de vue métier. Ensuite, il y a bien sûr tout un travail de retraduction et de précision dans le cadre d'un projet data. En tout cas, c'est bien de se mettre d'accord sur cet objectif au départ. Ensuite, un projet, c'est une durée dans le temps, un budget associé, une qualité attendue. Pour éviter toute frustration, c'est aussi des éléments qu'il faut poser dès le départ. Et tout ça est lié, bien sûr. Donc, une durée dans le temps. Si un projet, finalement, vous savez quand il commence, mais vous ne savez pas quand il s'arrête, vos équipes vont s'essouffler, vous allez perdre l'intérêt du métier. Donc, c'est vraiment important de le borner dans le temps. Et ce bornage dans le temps, en fait, il va être lié aussi à une qualité attendue. Est-ce que finalement, là, votre intérêt, ça va être de démontrer la valeur de ce que pourrait vous amener la data science dans votre entreprise? Et dans ce cas-là, il faut faire ce qu'on appelle une preuve de valeur, une preuve de concept, un POC. Dans ce cas-là, vous pouvez le borner sur peut-être 3 mois ou 6 mois. Par contre, si vous avez déjà avancé, que vous avez déjà une vision claire sur un produit, par exemple, peut-être que c'est plus du développement sur 2 ans. Et donc, la qualité attendue, c'est que un premier projet, un POC, c'est souvent quelque chose qu'à la fin, on met à la poubelle. Si on veut le déployer, ce ne sera pas aussi simple. Mais par contre, si votre objectif, c'était aussi de montrer la faisabilité de quelque chose pour convaincre en interne, c'est pas un problème. Et puis, il y a aussi le budget associé, parce que plus votre projet va être long et plus vous allez vouloir un produit finalisé, donc à savoir un algorithme d'IA qui est intégré dans un outil de CRM, par exemple, chez vous, peut-être que ça risque de prendre plus de temps, plus de compétences aussi, et donc le budget en sera plus conséquent. Donc tout ça, c'est aussi des éléments qui sont importants à définir dès le départ pour éviter toutes les frustrations possibles et à les communiquer à tout le monde. Et mettre des ressources aussi en face qui correspondent aux objectifs et à l'ampleur du projet. Et donc ça, je l'ai déjà dit, mais donc la clé de réussite, c'est avoir une équipe pluridisciplinaire, donc métier, IT, donc informatique, et
les équipes data qu'il faut, avec des compétences adéquates et complémentaires. Donc ça, c'est vraiment ici ce qui est important. Donc dans le cadre de l'exemple du travail qu'on a fait avec le port, c'était une preuve de faisabilité. On avait 6 mois pour le faire. Ça, c'était vraiment acté avec le port de Marseille. Et on a travaillé avec une équipe mixte, du coup, entre nous, Oranova, la DSI du port et les métiers. Donc, on travaillait avec 2 experts métiers qui étaient dédiés à la fluidité portuaire. Et donc, c'est vraiment, ensuite, on a travaillé avec ces personnes-là pendant 6 mois. On se rencontrait régulièrement pour se partager aussi les résultats, mais au vu de l'objectif métier. Donc, quelques bonnes pratiques ici. J'ai mis 6 éléments qui me semblent importants d'avoir en tête quand on parle d'un projet. Même chose, je pense que ici, ça pourrait s'appliquer à beaucoup de projets, pas seulement des projets en data science. Donc, on a notre équipe pluridisciplinaire, on sait l'objectif qu'on va atteindre. L'idée, c'est aussi de se mettre d'accord sur l'organisation du projet. Est-ce qu'on va travailler de façon agile? Si oui, on se parle en équipe complète tous les combien, avec quel objectif, etc. L'idée, c'est vraiment de communiquer régulièrement, mais sans donner trop d'informations techniques à l'utilisateur final, mais aussi et surtout prendre son retour au fur et à mesure pour améliorer au fil de l'eau le projet data qu'on est en train de réaliser. On va vite, quand on va travailler sur des projets de ce type-là, vite se retrouver face à des contraintes, que ce soit des contraintes métiers, des contraintes liées à l'informatique ou des contraintes liées aux données. Même chose, ces contraintes, ou plutôt elles sont identifiées. Par exemple, des contraintes liées aux données, nous sur le port, par exemple, quand on a travaillé avec le port de Marseille, la contrainte, c'est que les données, ils ne gardaient un historique que de 30 jours. Donc, ça, c'est une vraie contrainte qu'on a découvert assez tôt et donc qui a posé quand même des questions sur la constitution d'un historique conséquent au vu de ce que le port voulait faire, à savoir extraire de l'information pour faire des prédictions sur le trafic routier. Donc, toutes ces contraintes-là, c'est important de les avoir en tête. Les contraintes IT aussi, vous en avez probablement dans vos entreprises avec le choix des outils informatiques que vous avez fait. Donc, rien n'est infaisable, mais par contre, toutes ces contraintes-là vont avoir un impact sur le projet. Et des points aussi, ça j'en parlais suite à la question sur quelles sont les compétences nécessaires pour le bon déroulé d'un projet. Présenter des résultats orientés métier, c'est pas toujours évident pour des profils de data scientist, à savoir retranscrire des résultats mathématiques, des résultats statistiques, des sorties d'algorithmes, les traduire en des résultats qui ont du sens pour le métier. Ça, c'est un exercice qui n'est pas évident et c'est pour ça que je disais que c'est un peu cette curiosité et cette appétence métier chez un data scientist qui fait la différence aussi. Moi, ce que je conseille aussi de mettre aussi pour tout le monde pour suivre finalement le bon déroulé d'un projet, c'est de définir des indicateurs de succès. Et se dire, quels sont mes indicateurs à moi qui me permettront de dire que finalement ce projet s'est bien déroulé. Par exemple, avec le port de Marseille, on s'était mis plusieurs petits indicateurs qui étaient, le premier indicateur, c'est d'arriver à extraire des données de plus de 4 caméras sur le port. Pourquoi c'était un indicateur important? C'est parce que extraire la donnée du système vidéo du port, c'était déjà un projet en soi. On avait tous conscience des contraintes qu'il y avait, donc on s'était dit, il nous en faut au moins 4, et dans ce cas-là, c'est déjà un petit feu vert sur notre projet. Après, c'était d'arriver à faire des prévisions à 6 heures de l'évolution du trafic. Alors, et donc, ces indicateurs-là, c'est bien qu'ils soient déjà pas trop ambitieux et surtout qu'ils soient chiffrés. Comme ça, vous pouvez aussi les suivre et vous, en tant que métier, en tant que demandeur d'un projet, vous pouvez aussi avoir votre suivi et ça permet aussi de vous donner de la visibilité sans vous noyer sous trop d'informations techniques qui sont parfois pas forcément utiles. Donc ici, c'est vraiment un standard sur la façon de gérer un projet en data science. Donc c'est une approche agile. Donc on avance par petits pas avec différentes briques qui, vous allez voir, ça fait globalement sens. Vous allez me dire, oui, c'est évident. Donc c'est toujours bien de le rappeler. Et ici, je fais surtout un focus sur les 3 premières briques
qui concerne en fait n'importe qui est embarqué dans un projet en sciences des données. Donc finalement, l'idée, ça c'est vraiment de se dire que le point de départ, c'est un cas d'usage, un besoin métier. Donc c'est ce qui se cache sous la brique Business Understanding, c'est comprendre quelle est la problématique métier à laquelle on souhaite répondre. Quand on a travaillé sur le port, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu dans l'enceinte du port et on allait rencontrer les équipes de la fluidité portuaire pour comprendre ce que c'était la fluidité portuaire, pourquoi c'était important pour eux et pourquoi ils sentent que le suivi de la fluidité peut être meilleur. Donc c'est vraiment cette compréhension métier qui permet d'en sortir un cas d'usage qu'on va retraduire ensuite en cas de valorisation de données. Et puis ensuite, s'en suivent les différents éléments dont j'ai déjà parlé, comprendre la donnée qui permet de répondre aux besoins, aller préparer cette donnée, et ensuite on part vraiment dans les briques techniques. Et donc le moment où vous pouvez vraiment jouer un rôle et où c'est hyper important que vous soyez très impliqué, c'est finalement dans ces 3 premières briques-là, parce que les choix qui vont être faits, les choix de sources de données, de modélisation qui vont être faits par les équipes data, parfois elles peuvent être mauvaises et elles ne seront que bonnes si vous leur donnez toute votre connaissance métier, vous dire attention, tu vois cette donnée-là, par exemple, tu as des valeurs aberrantes, je sais pas, c'est des données de mesure, par exemple sur un process. Par exemple, lorsque l'on a des -1, ça veut dire que c'est pas une vraie valeur, c'est juste qu'il y avait un problème sur l'outil de mesure. Voilà, c'est tous ces petits éléments-là qui finalement sont vraiment très importantes à fournir aussi aux data scientists. Donc, si on fait un peu un focus sur ces 3 premières briques, donc comme je disais, la partie business understanding, c'est passer d'une problématique métier à un cas d'usage. Ici, je vous ai mis 3 questions que vous pouvez vous posez probablement au quotidien, mais qui peuvent en fait vous aider aussi à identifier là où vous pourriez avoir des sujets de valorisation de données. Donc, c'est quels sont vos points durs dans votre activité. Justement, si je reste sur la partie peut-être process industriel, vous avez des problèmes de qualité qui sont redondants sur certains produits qu'une machine sort et vous n'arrivez pas vraiment à mettre la main dessus sur la raison. Et donc ça, la valorisation de données pourrait vous aider. Quelles sont les opportunités de développement pour un nouveau produit ou un nouveau service et quelles sont les innovations de votre secteur. Alors ici, c'est aussi chouette d'avoir un peu de temps. Il y a quand même de plus en plus de veille qui peut se faire sur de la veille techno et de l'état de l'art dans vos domaines à vous. Et vous pouvez avoir accès aussi à justement avec cette nouvelle communauté autour de l'innovation, aller voir ce que font les concurrents dans certains domaines dont vous pourriez vous inspirer. Donc ça, voilà, c'est vraiment les trois points que vous pouvez vous questionner et savoir que derrière, probablement qu'il sera possible d'en faire un cas d'usage de valorisation de données. Alors, la compréhension des données, une fois qu'on a notre cas d'usage, par exemple, je veux améliorer la qualité du produit BX12 parce que j'ai des problèmes récurrents, de quelles données j'ai besoin pour répondre à cette problématique-là. Et donc ici, ce qui est important de retenir, c'est que la donnée, c'est pas parce qu'elle est en grande quantité, c'est pas parce qu'elle n'est pas structurée qu'elle n'est pas là. Et donc de nos jours, les technologies font qu'on peut travailler avec de la donnée non structurée, donc avec des images, avec des vidéos, avec du texte. Ça, c'est vraiment pas un souci et probablement que cette donnée, vous l'avez. Comment est-ce que j'accède à mes données? Peut-être qu'effectivement, pour l'instant, il y a certaines données, par exemple, qui sont faites par votre laboratoire sur la qualité de votre produit, qui ne se trouvent que sur le PC d'une personne. Bon, c'est pas forcément une bonne pratique. Ce sera à corriger, mais c'est pas grave. La donnée, elle est là, et donc on peut la récupérer. Et finalement, c'est avec ces différents éléments-là, le type de données, leur accès et le volume, que derrière, on va pouvoir dire, voilà, j'ai finalement de la donnée avec un historique qui est assez restreint, mais c'est de la donnée qui est bien structurée. Donc, moi, data scientist, je sais que pour répondre à cette problématique d'optimisation de la qualité, je peux utiliser tel algorithme. Donc, même chose ici, c'est vraiment avec l'expert métier, avec vous, qu'on peut vraiment identifier les différents éléments
qui ensuite pourront être utilisés par un data scientist. Donc ensuite ici j'ai mis moins de détails, mais sur les éléments plus techniques de la valorisation de la donnée. Donc il y a 4 grandes briques: la préparation de la donnée, la modélisation, l'évaluation, donc les résultats, et si on a visé une qualité, une bonne qualité pour notre projet et qu'on a envie de le déployer dans notre entreprise, là aussi c'est une brique supplémentaire. Je vous ai mis quand même en noir les éléments, ou même chose, c'est quand même intéressant d'avoir toujours un œil dessus, même si c'est pas vous qui le faites, même si vous le faites pas en interne, que vous faites appel à une boîte de conseil, que vous faites appel à des chercheurs par exemple qui peuvent travailler avec vous. Il y a toujours des points sur lesquels vous pouvez intervenir. Quand on parle de préparation de données, c'est toujours bien de travailler, et comme je disais, vous, de garder en tête les sujets autour de la qualité de la donnée et de la représentativité des données par rapport à la problématique métier que vous voulez regarder. Sur la partie modélisation et analyse des résultats, mais ça c'est ce que je disais, il ne faut pas hésiter à challenger les personnes techniques qui vous présentent des résultats, à leur demander ok, là ce résultat, moi, il ne me parle pas d'un point de vue métier, est-ce que tu peux essayer de me le traduire, de m'expliquer ce que ça veut dire concrètement pour mon cas d'usage. Donc ici c'est pareil, c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours avoir une équipe pluridisciplinaire pour qu'on challenge les profils techniques à fournir cette traduction en métier à tout moment, donc même au moment de la modélisation, et on a des résultats d'algo qui sont parfois très techniques. Donc ça, c'est vraiment ce qui a des points d'attention importants. Et puis à la fin, si vous avez atteint une maturité telle que vous avez déjà un modèle, un outil de valorisation de données que vous voulez mettre dans un outil final plus orienté métier, là, il y a vraiment aussi un sujet de parcours utilisateur et d'aller travailler plus avec des profils de développeurs pour vous développer une application qui fait sens pour vous. Donc là, c'est encore d'autres métiers. Donc voilà pour ces briques-là. Je ne vous donne pas plus d'éléments techniques, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, mais c'est plus pour vous rappeler que à tout moment en fait, d'un projet data, vous avez aussi votre rôle à jouer, même si vous n'êtes pas technique. J'en profite pour redire qu'il y a un module question que vous pouvez utiliser. Il y a également un module chaté dans lequel j'ai mis certains commentaires. J'espère que vous les voyez. Et n'hésitez pas à l'utiliser. J'ai une personne effectivement qui m'a fait le commentaire par rapport à ce module. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions, des choses que vous voulez commenter. Donc juste rapidement ici, je reviens donc sur cette boucle d'un projet. Si vous en êtes vraiment au démarrage, si vous êtes ici aujourd'hui parce que justement ça vous intéresse de savoir comment vous pouvez valoriser vos données, tout se joue finalement là sur cette première brique que j'ai appelée cadrage, donc qui est sur ce besoin métier. Et donc ici, vous avez plusieurs moyens de le faire. En interne, vous pouvez commencer à réfléchir à quels sont vos points bloquants justement, ou ce vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce que vous avez vu chez vos concurrents qui font, qui vous semble intéressant. Et donc il y a un dispositif dont Stéphanie parlera aussi tout à l'heure, qui est proposé pour tous les membres de tous les pôles de compétitivité de la région, ce qu'on appelle les diagnostics Flash IA, qui permettent aussi de vous accompagner pour faire un diagnostic justement de vos problématiques et fournir une feuille de route de cas d'usage potentiels que vous pourriez traiter en lien avec toutes vos problématiques. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter ici. Donc avant de donner des exemples sur les différentes technologies qui existent en sciences des données et des exemples de cas d'usage, est-ce que vous avez des questions encore? Je regarde dans le chat. Alors, il y a une question, je crois. Si tu dois voir aussi les modules. Il y a une question sur incluez-vous la partie accompagnement à l'utilisation d'outils IA dans un projet data science? Oui, en effet, effectivement, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on pourrait imaginer que dans la partie déploiement livraison ici, si vous avez fait faire le travail par exemple par un prestataire, effectivement, c'est important en fait que dans la livraison, il y ait quelque part un transfert de connaissances qui soit fait. Ce transfert de connaissances, il peut être soit technique,
soit à minima, en tout cas, dans de la formation d'acculturation sur quelles sont les grandes familles, par exemple, de modèles qui ont été utilisés, pourquoi c'est important pour vous. Et donc, effectivement, c'est vrai que si vous voulez ensuite internaliser un outil, puis ensuite faire grandir une équipe autour de ça en interne, c'est bien aussi de passer par la formation, effectivement. Ok, super. On va avancer effectivement pour avoir le temps de finir. Donc là, on parle d'exemple, on est d'accord? Donc là, ça va être cas d'usage. Je peux aller rapidement, effectivement, si le temps file, je l'avais pas vu. Donc ici, j'ai découpé les cas d'usage par type de données. Donc les types de données qu'on s'imagine le plus facilement, c'est les données tabulaires, donc des données lignes, colonnes qu'on peut avoir stockées dans un fichier Excel, par exemple. Donc ce qu'on appelle des données structurées. Donc toutes ces données-là, elles bénéficient vraiment d'une variété très large d'algorithmes, de moyens d'explorer ces données. Donc j'ai mis quelques exemples. Donc sur des bases de données, par exemple des bases de données clientes, sur des échantillons de production, si vous êtes plutôt dans le domaine industriel, on peut faire ce qu'on appelle soit de la segmentation, soit de la classification, c'est-à-dire définir des sous-groupes de clients ou de produits en fonction de certaines caractéristiques. Et donc ça, c'est des choses que probablement avec votre connaissance métier, vous pouvez faire manuellement. Et donc, il y a des technologies en sciences des données qui permettent de le faire plus rapidement sur une plus grande volumétrie de données. Vous pouvez aussi faire de l'exploration. Ça, c'est justement, on en parlait sur, vous identifiez des anomalies, mais vous n'arrivez pas trop à en expliquer la cause. Il y a des techniques pour faire ce travail-là, qui nécessite aussi un gros travail d'interprétation des résultats avec les métiers. Donc sur ces données structurées, j'ai juste mis un exemple ici de travail. Donc je ne peux pas vous partager des projets sur des clients privés. Donc c'est des projets ici qu'on a avec des partenaires en général du public ou des projets qu'on fait nous-mêmes. Donc ici on travaille avec un organisme européen de régulation du contrôle aérien, donc Eurocontrol. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux et donc on travaille sur des modèles de prédiction pour faire différentes choses pour eux, à savoir avec la finalité de fluidifier et d'augmenter le trafic aérien en gardant bien sûr toutes les contraintes de safety qu'il peut y avoir. Donc ici, on a 4 projets qui visent à prédire le temps d'atterrissage et de décollage des avions, de prédire le vent, les vents de travers qui peuvent venir impacter les avions pendant les trajectoires au moment de l'atterrissage, et de prédire le temps d'occupation sur les pistes d'atterrissage des avions. Donc ces 3 projets-là, hein, ils ont déjà été finalisés. Ils prennent notamment en compte les données liées justement pour un aéroport aux arrivées et au départ des différents avions. Il prend toutes les données des différentes compagnies, les types d'avions, et il prend aussi en entrée des données météo. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qui s'appelle des données tabulaires. Et derrière, il y a des algos qui ont été utilisés pour prédire les différentes cibles que je présente ici. Ensuite, il y a vraiment un grand domaine qui est l'analyse d'images et même de vidéos. Et je pense que beaucoup de personnes ici travaillent avec des images ou de la vidéo, des images satellites. Et donc ici, il y a vraiment tout ce qu'on appelle la vision par ordinateur et maintenant tous les algos de deep learning qui permettent de traiter efficacement les images, les vidéos pour faire de la détection d'objets dans des images, de la reconnaissance, donc détecter des objets et en plus arriver à les distinguer selon certaines caractéristiques, et faire, notamment on parle de vidéo, du suivi d'objets d'une image à une autre. Et donc ça a des applications dans beaucoup de domaines. Donc je vous mets 2 exemples ici. Je reviens sur le travail qu'on a fait avec le port de Marseille. C'était vraiment ça, c'était extraire de l'information des données des caméras de vidéosurveillance qui sont placées un peu partout sur le port. Donc, c'est analyser ces données-là et en extraire des informations relatives au trafic routier. Donc, arriver dans une image à compter le nombre de véhicules, leur vitesse de déplacement,
pour ensuite derrière faire des modèles de prédiction sur des potentielles congestions. Et donc ici, c'est vraiment tout part de l'analyse de ces images vidéo. Et dans un autre domaine, dans le médical, ici, on travaille avec un consortium qui travaille en oncologie, où l'idée, c'est de fournir des outils d'aide, de support pour définir certains traitements pour des cancers, pour certains cancers. Et donc, on travaille sur des images de scanner. Et il y a un premier problème avec ces images de scanner, c'est que ça vienne de Siemens, de GE ou de Philips, il va y avoir des biais techniques qui font qu'on ne pourra pas facilement traiter de façon ensemble des scanners qui viennent de ces trois fabricants-là. Donc ici, on travaille à développer un algorithme justement qui harmonise, qui va enlever ces biais techniques des différents fabricants pour ensuite constituer une grosse base de données de PET scan pour pouvoir ensuite aller faire nos modèles de prédiction, notamment de risque de rechute dans certains cas de cancer. Et donc ici, c'est des applications que vous pouvez probablement avoir dans vos domaines si vous traitez de la donnée d'image qui a été prise avec différents outils de mesure. Pas forcément de la même marque. Ensuite, il y a l'analyse de texte aussi, donc ça j'en ai beaucoup parlé. Vous pouvez avoir beaucoup d'informations qui sont stockées dans, par exemple dans des contrats, dans des factures, dans des rapports de maintenance, mais qui sont encore sous format vraiment papier. Et ben ici, tout ce qu'on appelle le traitement naturel de la langue permet aussi d'extraire de la connaissance, de la structurer et de l'utiliser pour faire du suivi de réglementation, par exemple, de la veille concurrentielle, de la veille scientifique dans vos domaines. Tout ça, c'est possible. ChatGPT maintenant a montré en fait, a montré de façon très tangible à tout un chacun ce que c'était finalement ce traitement de la langue, avec bien sûr les limites que ça peut avoir. Et donc, dans votre quotidien, ne vous arrêtez pas juste au fait que vous avez des données qui sont dans du texte non structuré. Il y a des techniques qui existent aussi pour extraire l'information. Sur l'analyse de texte, ici, nous, on avait un travail de thèse qui s'est terminé l'année dernière, qui consistait à faire un algorithme qui permet de faire de la veille en santé publique pour le centre d'épidémiologie de santé publique des armées. L'idée, c'était vraiment de scanner des gros corpus de news en santé et en épidémiologie et d'arriver à identifier des signaux faibles dans certains pays, dans certaines zones géographiques, sur certains types de maladies pour voir s'il y avait des risques de pandémie qui arrivaient. Et pour terminer, vous avez des analyses sur des données temporelles, donc ça va être aussi de la donnée structurée mais qui évolue dans le temps. Et ici, l'idée, c'est que vous pouvez observer des phénomènes au travers du temps pour faire de la maintenance prédictive, de l'analyse de fraude sur des transactions, par exemple si vous travaillez dans le domaine bancaire, l'analyse de données médicales, travailler sur améliorer un process de fabrication ou faire de l'analyse de qualité dans différents domaines, faire du forecasting. Là, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais voilà, c'est vraiment tous les types d'applications que vous pouvez imaginer avec vos données qui évoluent dans le temps. Voilà, sur les cas d'usage. Donc, le temps file, je conclue très rapidement. Au début, ma slide était dans l'autre sens. Le point de départ, c'était les données, les outils, les compétences. Et ben, maintenant, je vous invite à réfléchir plus dans l'autre sens. Maintenant qu'on s'est parlé pendant 1 heure, c'est se dire, OK, quels sont moi mes problèmes dans mon entreprise? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quels sont mes cas d'usage? Et ensuite, vous trouverez les données, vous trouverez les outils, vous trouverez les compétences pour répondre à ces besoins-là, que ce soit d'abord en externalisant et puis au fur et à mesure en intégrant les compétences en interne. C'est vraiment le point de démarrage, c'est quel est votre besoin à vous. Voilà, et je conclurai là-dessus. Merci. Merci Juliette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. J'ai mis des éléments dans le chat. J'espère que les gens le voient parce que
Pas notre configuration en tant qu'intervenant et organisateur n'est pas le même que vous en tant que participant. Mais j'espère que vous pouvez le voir, sinon on y remédiera un peu plus tard, là, peut-être pas en live, pour éviter de bloquer le webinaire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'aimerais donner la parole, merci beaucoup Juliette, j'aimerais donner la parole à Philippe Dalle, puisqu'on va rentrer sur une des entreprises qui est prête à parler de son projet. Je comprends bien hein, pour Juliette qu'elle ne peut pas délivrer des informations liées à des projets de sociétés privées. Mais là, je pense que Philippe Dalle va vous donner toutes les bonnes explications. Je vous passe la parole, Philippe. Vous devez pouvoir activer votre micro. Est-ce le cas? Sinon, je le ferai pour vous. Vous êtes là, Bonjour. Philippe? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais présenter vos quelques slides, si ça vous va. Très bien, merci. Allez. Est-ce que vous voyez l'écran normalement? Oui. Très bien, merci à vous. Parfait. Alors, Merci je vais de essayer témoigner, hein, c'est très important. Écoutez, merci à vous. Il n'y a aucun souci, au contraire, j'aime bien partager. Alors, rapidement, vous allez voir que nous, on est une société. Vous allez vous demander quel est le rapport entre ce que nous faisons et l'intelligence artificielle. Donc, en fait, notre entreprise, ce que vous voyez à l'écran, c'est notre démonstrateur technologique qui est basé à Fos-sur-Mer. Nous sommes une entreprise qui développons un procédé de pyrogazéification pour la valorisation de déchets industriels et de biomasse. Donc en fait, on avait commencé notre aventure il y a beaucoup de temps en arrière, hein, ça ne rajeunit pas, et on a relancé le projet en 2016 avec des partenaires industriels qui sont le groupe Parlim et Novial Développement. C'est le slide suivant. Qui nous accompagne dans le développement de ce projet. Voilà, donc on est en fait une start-up. Hein. Aujourd'hui, on est dans TRL 9 et notre métier, c'est vraiment bailleur de procédés. Donc on développe un procédé de pyrolyse. Donc qui dit procédé, c'est plutôt du génie chimique, les métiers traditionnels, installation générale, chaudronnerie, etc. Donc, slide suivant. Donc la question, c'est pourquoi je suis présent avec vous et quel est le rapport entre notre métier, qui est un métier assez traditionnel somme toute, et le numérique qu'il y a. Alors déjà, pourquoi le numérique? En fait, moi j'ai une conviction, j'ai travaillé dans un groupe qui s'appelle ENGIE, où j'ai fait ça, c'est que la richesse d'une entreprise, c'est pas simplement ce qu'on vend, que ce soit des produits manufacturés ou des services, ce sont tout ce qu'on a pour faire ces produits ou services, c'est-à-dire ce qu'on appelle le data. Donc derrière ce grand mot qui a l'air très compliqué, en fait, se cache ce que disait l'intervenant précédent, des plans, des procédures de fabrication, des chiffrages. Et en fait, tout ça, c'est l'expérience de l'entreprise, indépendamment des collaborateurs, c'est notre richesse. Et quand on y réfléchit, tous ces documents ont un coût, qui est en fait ce qu'on va payer à notre collaborateur ou nos collaborateurs pour rédiger ces documents, tous les essais qu'on aura pu faire, tout le temps qu'on va dépenser, et ce temps-là, c'est de l'argent. Donc, toutes ces données-là ont une valeur qui semble être une valeur intangible, mais qui est une véritable valeur économique. Et on a un peu tendance à oublier, alors je rassure, hein, même les grands groupes vous disiez comme Engie, il y a une difficulté entre autant ils ont conscience de la donnée quand ils ont une activité B2C, donc je vends à un client particulier et le fait d'avoir des informations sur le client particulier est une richesse que je peux valoriser en revendant un carnet, etc. Autant quand c'est du B2B, on a un peu tendance à oublier que c'est la même relation
à part d'entreprise en entreprise et que la donnée vaut de l'argent. Et en fait, bien gérer ça, ça permet vraiment de gagner du temps, de la compétitivité, parce que ça nous évite de refaire des choses. Et quand vous essayez de vendre votre entreprise ou simplement de la valoriser parce que vous ouvrez le capital, c'est un moyen aussi de contrebalancer le fait de ne pas disposer de fonds monétaires pour dire, ben voilà, moi aujourd'hui, l'entreprise, c'est pas que moi, c'est tout ce qui a été fait et ça vaut tant, parce que c'est tant d'heures qu'on valorise à un prix moyen et ça vaut ce montant-là. Et c'est de cette manière qu'on a valorisé notre entreprise et qu'on a évité de se faire diluer. Alors ça, c'est le numérique. Et derrière le numérique, on peut y rajouter tout ce qui va être des maquettes 3D, du visuel. Enfin, ça couvre beaucoup de choses. Et pourquoi l'intelligence artificielle? C'est que quand vous êtes dans une société de procédés, comme nous, je vais vous donner un exemple. Quand on fait un essai, c'est un fichier Excel qui fait à peu près 700 colonnes et qui a entre 20 000 et 40 000 données. Donc clairement, pour l'avoir fait, au bout d'un moment, vous n'y arrivez plus, même si vous êtes super doué dans le fichier Excel, même si vous êtes super brillant, vous avez 160 de QI, il arrive à un moment donné où vous n'arrivez pas à trouver des corrélations entre toutes les données parce qu'il y en a trop. Et en fait, nous sommes allés vers l'IA parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'avoir des outils qui nous permettent, de trier la masse des informations, de voir s'il existait des corrélations entre toutes les données que nous avions, de comparer entre ce que intuitivement nous pensions observer et ce qu'un algorithme fait de manière sans émotionnelle, sans intuition, mais de manière systématique. Et en fait, on se rend compte que ça se recoupe. Alors, nous, c'est plus d'intuition, l'algorithme, c'est plus de résultats. Mais aussi derrière, c'est que une fois que vous savez traiter ces données, vous pouvez en faire des tas de choses. Et en particulier, nous, notre objectif est de faire une usine virtuelle où on associe le numérique au-dessus, c'est-à-dire un modèle 3D qui nous permet de visualiser une unité, les données et de pouvoir faire fonctionner une usine dans le monde virtuel de la même manière qu'une usine dans le monde réel. Et le fait de faire ça, ça nous permet de proposer des services qui n'existent pas, donc de nous différencier sur des marchés où la différenciation elle est surtout sur le prix, c'est-à-dire se différencier par le service, mais aussi de pouvoir demain identifier des axes d'amélioration en faisant tourner un modèle de manière très rapide, parce que l'avantage de l'IA et de tout ce qui va être numérique, c'est qu'un essai qui va vous prendre 8 heures, vous allez pouvoir le faire en 10 minutes. Et vous allez pouvoir déplacer la barre de temporalité au rythme que vous voulez, insister sur les zones qui vous intéressent, modifier des paramètres de fonctionnement de manière beaucoup plus simple et surtout sans nécessité de mobiliser X personnes sur le monde réel. Vous pouvez avoir une seule personne autour d'un PC. Alors maintenant, pour arriver à faire tout ça, alors je ne vais pas vous mentir, hein, c'est pas un chemin pavé de roses, surtout quand c'est pas votre métier. Les informaticiens, les gens qui font de l'intelligence artificielle ont toujours tendance à vous présenter les choses de manière simple. Mon retour d'expérience, c'est que effectivement, ce que disait tout l'intervenant avant, c'est l'idée, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. En fait, souvent, on a une idée, mais on la formalise pas suffisamment. Et il faut bien se dire que nous qui sommes par exemple du procédé, quand on travaille avec des gens qui vont faire l'IA, nous ne sommes pas forcément dans le même monde, nous n'utilisons pas forcément les mêmes mots, et la clé du succès, c'est de bien se comprendre, de bien structurer quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que signifie pour nous un gain économique, accepter aussi qu'on ne sache pas. À un moment donné, il n'y a pas d'honte de dire je ne comprends pas. Bon, aujourd'hui, j'ai pris un jeune ingénieur et quand il travaille, donc on travaille avec le CEA pour la partie IA. J'ai pris un jeune ingénieur. Bon, ben voilà, vous avez des geeks qui parlent entre eux. Moi, c'est pas ma génération, j'ai 56 balais. Bon, à des moments, par contre, sur le procédé, je suis imbattable. Sur la partie IA, c'est pas trop mon truc. Par contre,
je me suis rendu compte qu'on est complémentaires parce que si j'exprime très mal mon besoin, ben, le résultat de l'IA sera pas bon. Et après, le dernier point, c'est ça coûte cher. Enfin, par contre, il ne faut pas avoir peur de regarder au niveau des soutiens économiques, que ce soit la région ou le FEDER, par exemple. Nous, on a été financé par le Fonds européen. C'est un moyen de se lancer dans ce type de projet sans mettre en péril sa trésorerie, même si le remboursement est indifféré, et surtout de s'affranchir de la crainte qu'on a toujours de dire oui, mais si je le fais, ça va me coûter cher, je ne veux pas le résultat à long terme, et est-ce qu'il y a un intérêt? Ma réponse, sincèrement, il y a un intérêt. Il ne faut pas hésiter, et c'est vraiment la clé de succès de demain. Si une petite structure ou une PME veut offrir quelque chose de vraiment différenciant, l'IA, ce n'est pas que du métaverse ou des trucs un peu folklore, ce sont de vrais outils qui permettent de valoriser ce qu'on possède dans l'entreprise et de le transformer en autre chose. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Et là, je vous présente ce qu'est notre projet. Vous voyez, on associe une usine un modèle 3D, des mesures physiques que nous avons sur site, enfin, tout ce qui est un système d'automate et de supervision qu'on transforme dans un jumeau numérique. On associe des calculs et tout ça, vous avez du développement informatique, du numérique, de l'intelligence artificielle. Ça représente, donc, avec des compétences un peu diverses. Vous avez d'un côté une équipe qui est plutôt automatisme, contrôle-commande, de l'autre côté une équipe qui est plutôt procédé, une équipe du CEA qui est plutôt sur l'intelligence artificielle, et en interne, on a quelqu'un qui fait du développement sur Python. Donc en fait, derrière tous ces grands termes, ce sont des outils qui aujourd'hui existent. Beaucoup d'outils sont gratuits et disponibles. Il y a aujourd'hui beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui forment des jeunes ingénieurs. Donc nous, c'est un jeune ingénieur des arts et métiers qui ont ces compétences, qui associent à la fois des compétences dans les métiers traditionnels, qui sont la mécanique, la chaudronnerie, le procédé, et des outils informatiques. Et c'est des profils intéressants qui sont intéressés par ce type de projet, surtout dans des petites structures, parce que dans les grosses structures, ils n'auront jamais l'occasion de faire ce type d'aventure. Voilà, j'espère avoir été clair et que je vous ai intéressé. Et vous pouvez aller voir sur notre site, vous trouverez des informations sur le sujet. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Philippe. C'était très intéressant. Ce que je pense surtout, c'est je retiens un point sensible, c'est je suis très bon dans les procédés, mais je ne maîtrise pas tout. Je dois faire confiance. Il y a des gens qui sont spécialistes de quelque chose que je ne connais pas, qui n'est pas de ma génération aussi, peut-être. Donc, il y a aussi une grande question de confiance. Il faut avoir confiance aussi dans les gens que vous recrutez, hein, ou avec qui vous coopérez sur ces thématiques où on ne maîtrise pas tout. Donc ça, alors, je compléterai, c'est que non simplement il faut enfin, je pense qu'il y a deux choses. Il faut avoir confiance. Il faut sortir de la crainte que nous avons tous de dire on va me piquer mes données, je ne pourrai pas les maîtriser, etc. Et en fait, c'est de se dire, de toute manière, quelqu'un qui vous fauchez vos données le fera. Donc, à un moment donné, il existe des moyens simples de se protéger. Nous, typiquement, on a pris un serveur basé en France avec un backup en France pour une société française. Donc, je n'ai pas pris, par exemple, des serveurs type Amazon ou des serveurs américains. Voilà. Donc, déjà, c'est un moyen simple. C'est de faire des copies sur des disques durs aussi, de manière traditionnelle. Et après, c'est de se dire, si vous avez peur d'une entreprise privée, il existe aujourd'hui des établissements publics qui proposent ce type d'accompagnement. Et l'avantage, enfin, je vous le dis, enfin, moi je suis très heureux, je travaille avec le CEA depuis 2019, à la fois sur la partie procédé, à la fois sur la partie intelligence artificielle. L'intérêt de travailler avec des établissements publics, c'est que ça permet aussi de s'exonérer un peu de cette crainte. Tout à fait. Il y a une question d'ailleurs, peut-être pour vous, du coup, puisque vous parlez de serveurs et de données en France. La question, c'est et si les données sont sur le cloud, danger ou pas? Ben, si c'est sur un serveur physique, j'imagine que c'est un serveur physique que vous avez en France? C'est pas sur le cloud? En fait, c'est dans le cloud. En fait, on travaille avec Céleste. Mais après, encore une fois, vous savez, c'est de la même manière que les brevets. Un cloud français avec une redondance en France sur des serveurs en France dans un cloud privé. C'est un cloud souverain. Donc, en fait, on a pris un cloud souverain pour être sûr que c'est en France. Après, chose importante à savoir, c'est que de toute manière, c'est un peu comme les brevets.
voyez, on a déposé des brevets. La question du brevet, c'est qu'à partir du moment où vous déposez un brevet, donc nous, on a 2 brevets en Europe et un brevet aux États-Unis, ça veut dire que tout le monde sait ce que vous faites. Tout le monde. Et ça veut dire que demain, on peut vous pomper votre brevet, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, on ne pouvait pas vous protéger dans tous les pays vu le prix que ça coûte. Mais d'un autre côté, si vous ne déposez pas un brevet, vous n'êtes pas visible, ça ne donne pas de crédibilité à votre projet, surtout quand vous êtes une PME. Il y a toujours une part de risque, mais il faut se dire que de toute manière, si on ne prend pas de risque, un risque mesuré et contrôlé, on n'avance pas. Et dans le cas de l'IA, je pense qu'aujourd'hui, notre intérêt en tant qu'entreprise française, c'est on aura du mal des fois, et nous on le voit dans le métier, à se différencier par rapport au prix parce qu'on a des concurrents chinois qui font des prix défiant toute concurrence. Par contre, on est capable de se différencier en proposant d'autres choses sur lesquelles eux ne vont pas aller se positionner pour l'instant. Et si on est leader sur cet angle-là, et surtout en Europe, ça intéresse les entreprises aujourd'hui de pouvoir récupérer des informations. Il existe des groupes de travail dans la métallurgie et compagnie où aujourd'hui on regarde pour pouvoir faire communiquer toute une chaîne de production avec un langage unique pour récupérer l'information et être en capacité demain de gérer depuis votre téléphone portable n'importe où une installation complète. Parce qu'aujourd'hui, il faut être lucide, nos clients ne souhaitent pas avoir des armées de salariés pour faire tourner des installations et le seul outil qui peut nous permettre de faire ça, c'est d'utiliser des outils numériques et d'intelligence artificielle pour pouvoir avoir des paramètres de contrôle et d'automatisation relativement poussés. Tout à fait, je vous rejoins. Hein. C'est exactement l'objet de toute cette présentation et de ce discours. Merci de l'avoir finalement bien illustré. Alors, je voulais juste conclure sur comment on vous aide. Hein. Il ne faut pas le faire tout seul. Hein. Juliette en a bien parlé. Il y a des moyens pour vous de juste tester, juste commencer à réfléchir, ou si vous avez déjà réfléchi un peu sur certains sujets, comment je fais plutôt que de vous dire comment je fais et de ne jamais avancer, il y a un moyen, donc c'est ce fameux accompagnement hein, qui est possible, hein, qui est cofinancé par la DRETS PACA. Et c'est vraiment le début de l'histoire en fait. Hein. C'est un moyen simple de commencer l'histoire. Cette histoire, il faut la commencer parce que la transformation des PME et des PMI, c'est juste une réalité. On est en retard en France. C'est pour ça qu'il y a des projets européens, pour ça, l'EDIH hein, qu'on porte au niveau PACA, pendant cette Côte d'Azur. Donc, c'est très important d'y aller. Faut pas dire que c'est pas pour moi, parce que ce sera forcément pour vous, à plus ou moins longue échelle ou échéance. Donc, je vous encourage à être accompagné. Donc, on a un moyen de le faire. Profitez-en. C'est disponible pour toutes les entreprises et pôles de cette région. Donc, les enjeux, hein, en utilisant vos données, toujours, comme vient de le dire Philippe, hein, meilleure offre, plus adaptée, différenciante, des gains de productivité, d'organisation, tout peut être imaginé, absolument tout. Il ne faut surtout pas se limiter. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là et c'est un programme qui est individuel. On travaille pour vous pendant 3 jours, hein, c'est ça le modèle. On vous donne ce qu'il est possible de faire, pas possible de faire, comment le faire. Ça vous donne déjà un premier niveau d'information et c'est cofinancé, comme je vous le mentionnais. Donc, c'est encore plus simple finalement de se lancer et moins onéreux. Parce que ce coût qui reste à charge est quand même extrêmement faible sur ce genre de sujet. Donc, on vous encourage fortement à aller dans ce sens et vous avez des moyens de le faire. Donc, surtout, n'hésitez pas à les utiliser. Je conclurai là-dessus. J'ai encore 2-3 questions que je vois qui viennent d'être posées. Donc, je vais les soumettre. Quels établissements publics permettent l'accompagnement de la structuration des données d'un organisme ministériel? Alors ça, c'est une grosse question. Je ne sais pas si Juliette peut y répondre. Tu peux répéter la question? Je ne la vois pas, moi. Donc, c'est pour un organisme ministériel? Quels établissements publics permettent l'accompagnement de la structuration des données d'un organisme ministériel? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas, ça va dépendre de ce que ça veut dire, la structuration des données. En tout cas,
Le CEA, effectivement, a une équipe IA. Mais alors après, je suis pas sûre que ce soit le besoin énoncé. Après, il y a différents laboratoires dans la région qui ont certaines spécificités, soit en IA, soit plus en traitement de la donnée. Peut-être Après, spécifique à chaque organisme ministériel, hein, en fait. ouais, soit ça. Après, quand même, quand on parle d'organismes de recherche, on est sur des sujets qui sont en général quand même complexes, comme on a pu le voir là avec l'exemple d'Elis Technologies. Donc, ça dépend vraiment si le sujet est complexe ou pas. J'ai des difficultés à répondre à la question sans plus de Parce qu'elle est précision. peut-être un petit peu large, cette question, c'est François qui l'a posée, mais on peut continuer à en discuter, il n'y a pas de souci. Là, la question mérite peut-être un tout petit peu plus d'éclaircissement ou de précision. Et le deuxième question, quels sont les autres organismes publics qui peuvent faire un accompagnement sur l'IA? Alors, sur l'IA, il y a beaucoup. Alors, organisme public, je ne sais pas ce que vous entendez par là. Si vous parlez d'accompagnants, de structures accompagnantes, il y en a effectivement. Hein, il y a France IA hein, à Paris. Il y a différents pôles de compétitivité dans différentes régions. Donc, nous, on peut le faire en région. Mais il y a aussi des choses qui sont proposées depuis de nombreuses années aussi par BPI. Par contre, donc BPI France. Hein, par contre, les accompagnements faits de notre connaissance sont plus sur des plus grosses PME ou plus grosses ETI, sont moins calés sur les startups. Là, on est plus dans l'écosystème d'innovation. Et puis après, il y a tous les partenaires, prestataires, pure players, ce qu'on appelle pure players de l'IA, qui peuvent faire des accompagnements. Par contre, ce sont des prestataires privés. Dans ce cas-là, on ne sera pas sur du public. J'espère avoir répondu à cette question. Est-ce qu'il y a potentiellement d'autres questions? Pas forcément. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va en rester là. Je vous ai mis dans la slide que je vous présente vos référents dans vos différents pôles de compétitivité que vous pouvez contacter pour être accompagné si vous le souhaitez sur ce sujet. N'hésitez pas, hein, cette action est toujours en cours sur toute l'année 2023. On est là pour vous aider et pour vous permettre de réfléchir à un certain nombre de sujets autour de la donnée, autour de l'IA. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et moi-même, bien sûr, je suis aussi à disposition au niveau du pôle ECS qui coordonne le programme. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Ce webinaire sera en replay, donc on va d'abord le mouliner et ensuite on le mettra à disposition. Vous pourrez également le demander à vos différents référents dans les pôles pour y avoir accès. Je vous remercie et je vous souhaite encore une belle journée. Merci aux intervenants et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.